Alors, 40e anniversaire de la loi 101, de l'adoption de la loi 101. On va en parler avec M. Éric Bouchard, président du mouvement Québec français. Bonjour, M. Bouchard. Bonjour, bonjour. Bonjour, content de vous avoir. Voici, je saute tout de suite dans le vif du sujet. Voici ma théorie, l'adoption de la loi 101. Attachez-vous, ça va donner un grand coup. Pour plusieurs personnes, l'adoption de la loi 101 a rendu la souveraineté obsolète. Ça a été le pire ennemi de la souveraineté et la meilleure amie des fédéralistes. Voici ce que je vous dis. Il y a beaucoup de Québécois qui disaient il faut se séparer. Pourquoi la langue française est menacée? Les gens qui viennent ici, ils apprennent l'anglais, ils viennent au Canada, tout ça, ça n'a pas de sens. Il faut se séparer. Mais avec la loi 101, ça a comme réglé le problème. Maintenant, on a des immigrants qui parlent français. Le français est protégé. Alors, les gens se sont dit, voyons donc, pourquoi se séparer? Donc, en votant la loi 101, c'est ma théorie, le PQ et les nationalistes se sont un peu tirés dans le pied. Cela dit, ils ont donné un cadeau formidable au Québec, mais ils ont un peu participé à rendre le projet souverainiste obsolète. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, là, vous me prenez de court. C'est intéressant, Richard, ta théorie. Non, mais c'est très bien parce que Camille Lorrain, quand il a écrit ça, là, lui, là, ça, on entend parler, avez-vous entendu parler, là, genre Québec solidaire, Option nationale, qui parle de la Constituante. Vous avez déjà entendu parler de ces mots-là, d'écrire la Constitution du Québec pays, puis de dire aux Québécois dans quoi ils s'embarquent. Parce que les souverainistes se sont fait souvent reprocher. On ne sait pas dans quoi vous nous embarquez, vous autres les souverainistes, vous voulez nous embarquer, vous voulez nous amener dans le pétrin. Donc, Camille Lorrain, lui, quand il a écrit ça s'appelle pas une loi, ça s'appelle une charte. Puis lui, dans sa tête, il a fait quelque chose de quasi-constitutionnel. Il a dit, voilà, c'est vers là que la Constitution du Québec pays irait en matière linguistique. Et tout le monde le savait vers où on s'en irait. Donc, si le Québec avait été indépendant, il n'y aurait pas eu de surprise pour les anglophones, il n'y aurait pas eu de surprise pour les francophones, puis il n'y aurait pas eu de surprise pour personne. Donc, Camille Lorrain, il voyait ça comme ça. Et il l'a fait de cette façon-là. Et c'était tellement, dans le fond, bien fait que tout de suite après, là, tout de suite quand c'était promulgué, 2 ans après, on enlevait un grand pan de cette loi-là, c'est-à-dire toute la langue de la justice, parce que Camille Lorrain, il avait dit dans un pays normal, la justice se fait dans la langue du pays, et donc ça se fait pas en bilingue. Et donc, tout de suite après, en 79, la Cour suprême est venue casser ça, et imaginez ce qui se serait passé si, au niveau de la justice, là, tous les règlements entre les entreprises, tout ce qui se passe en cours, tous les jugements en cours s'étaient passés en français, la loi 101 aurait été encore beaucoup plus forte. Et donc, on aurait été beaucoup plus loin de la question de l'indépendance. Je comprends. Mais qu'est-ce que tu en penses, Jonathan, de ma théorie, toi? Moi, je trouve ça super intéressant. Puis même, la réflexion que je me fais en t'écoutant, Richard, c'est que je me demande si la loi 101 avait pas été à quelques reprises un peu malmenée par les tribunaux, des clauses qui ont été un peu invalidées, tout ça. Peut-être que le référendum de 95, le non aurait été encore plus fort, là. Parce que justement, j'haïs pas ce que Richard dit, M. Bouchard. Est-ce que c'est pas venu apaiser une certaine frustration, une inquiétude qui à l'époque était tout à fait légitime sur l'omniprésence de l'anglais, le fait qu'on voulait forcer l'anglais dans la gorge des Canadiens français, des Québécois? Ça a eu un effet quand même d'apaisement, peut-être, non? Ah, mais ça, c'est sûr et certain. C'est sûr que si les Québécois n'avaient pas eu accès au travail en français, parce que la grande chose de la loi 101, là, ça a permis à des francophones d'être à la tête de postes de radio, d'être à la tête d'entreprises, de prendre tout le marché du travail, puis de devenir des patrons, de devenir des propriétaires. Parce qu'avant ça, il y avait peut-être des petits marchands du coin, il y avait peut-être des homères de fer, puis ce genre de choses-là, mais la possibilité dans le fond, d'être les possédants, parce que c'était ça aussi que ça faisait la loi 101, ça a donné un élan. Puis cet élan-là, à la place de le transformer en État-nation, on l'a transformé comme étant des conquérants mondiaux. Je vous donne un exemple. En 77, la loi est promulguée. Moi, à cet âge-là, j'ai 4 ans. J'arrive sur le marché du travail en 88. Là, j'ai 15 ans. Et là, au McDonald's, à Ville d'Anjou, ça s'était tout francisé. Mais à un moment donné, il y a un patron anglophone qui s'est mis à écrire les horaires en anglais. Puis moi, je me suis mis à toutes les réécrire en français. Puis à un moment donné, il m'a convoqué à son bureau. Il m'a dit, Éric, je suis sur le point de te mettre à la porte. J'ai dit, ah ouais? J'ai dit, moi, j'ai la loi 101 de mon bord.
Puis j'avais jamais lu la loi 101, là. J'avais aucune idée c'était quoi, là. J'ai dit, j'ai la loi 101 de mon bord, j'ai le droit de travailler en français, vous n'avez pas le droit de m'imposer ça. Et j'ai eu une espèce d'attitude. Je m'étais droit, grand, fier, debout. Et 2 semaines après, j'ai été promu à la place d'être mis à la porte. Donc, cette loi-là, elle a donné ça. Elle a donné un élan de fierté. Et le fait qu'on se tienne droit, grand, fier de... Elle a donné un élan de fierté, mais en même temps, selon moi, je reviens là-dessus, ça a été le premier clou dans le cercueil du projet souverainiste, parce que ça rendait soudainement la souveraineté moins urgente, moins nécessaire. On avait réglé le gros problème, c'est la protection du français. Ah tiens, le français peut être protégé à l'intérieur même de la Constitution canadienne. Bon, alors pourquoi partir? Donc, ça a probablement fait ça, mais imaginez l'opposé. Si ça s'était pas passé, puis là, il y aurait eu un référendum, puis le monde aurait dit « Ouais, mais les Québécois, on n'est pas riches. Ouais, on n'est pas capable d'avoir des entreprises. Ouais, on n'est pas capable d'exporter notre savoir-faire à travers le monde. » Là, cet argument-là ne tient plus. Pour ceux qui sont contre l'indépendance, quelqu'un qui va dire « On est des pauvres, on est des pas bons, on est ci, on est ça, les Québécois », ça ne tient plus. Donc, un argument de plus pour ceux qui font la promotion de la souveraineté. Parce que, dans le fond, est-ce qu'on a le goût si on est si bon que ça, là, donc pourquoi rester dans le Canada? Pourquoi rester, dans le fond, la moitié de quelqu'un d'autre alors qu'on pourrait être une entité entière? Mais ça, c'est les indépendantistes qui disent ça. Donc, des deux bords, il y a toujours une façon de refaire l'histoire puis de dire c'était un coup dans le cercueil, puis on peut le voir d'une autre façon. C'est un élan émancipateur et qui nous a propulsés vers l'avant. Bon, faisons un saut jusqu'au présent, M. Bouchard. 40 ans plus tard, la loi 101, on en est où? Il y a eu plusieurs modifications parce que, bon, il y a des tribunaux, comme je le disais tantôt, qui ont invalidé certains aspects de la loi. Il y a des gouvernements qui sont revenus à la charge avec des modifications, des précisions. La loi 101, elle en est où aujourd'hui? C'est encore bon? C'est encore nécessaire? C'est pas suffisant? Le mouvement Québec français voit ça comment? Ben, la loi 101, c'est comme une personne qui arrive à 40 ans. À 40 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu fais 2 affaires. C'est ça qu'on fait cette semaine. Tu fais un gros party, t'invites tes amis, puis que t'as accumulé au cours de ta vie. Puis là, tu te rappelles de ta vie, puis tu dis, ah ouais, je me suis chicané avec lui, ouais, c'est vrai, bon. Et là, tu vois tes bons coups et tes mauvais coups, puis à un moment donné, t'arrives à 40 ans, t'as 2 choix. Tu te dis, soit je me laisse aller, puis dans le fond, la vie va peut-être faire en sorte que je vais vivre à 80 ans, ou tu te dis, non, je vais me mettre à bien manger, je vais me mettre à faire du sport, puis je vais être en santé jusqu'à 88 ans. C'est là qu'on en est. La loi 101, là, on a fait un peu le party, on a laissé ça aller, on a fumé, on a fait toutes ces choses-là. Et là, on a-tu le goût d'être en forme? Et c'est sûr que le mouvement Québec français dit oui. Donc, il faut se remettre, il faut se revamper. Il faut pas juste faire un lifting, là, qui est quelque chose de cosmétique. Il faut, tu sais, puis mettre des affaires, protégeons le français, faisons la promotion du français. Qu'est-ce qui manque, M. Bouchard? Qu'est-ce qui manque? Parce que ça m'amène à ma question centrale, c'est l'état du français. Est-ce que le français est en péril en ce moment? Est-ce que le français est en moins bon état qu'il y a 40 ans? Il est en moins bon état. Ah oui. La raison pour laquelle il est en moins bon état, c'est que avant ça, il y avait tout un groupe de francophones qui arrivaient sur le marché du travail, les baby boomers, là. Tout ce monde-là ont pris toute la place. Et ça faisait en sorte que, juste par le fait qu'ils ne savaient pas parler anglais, puis juste par le fait qu'ils prenaient leur place, ça a francisé les lieux de travail. Le monde a changé depuis ce temps-là, donc la population est plus vieillissante, il y a des gens qui arrivent d'ailleurs, et là, le statut de la langue française au Québec n'est pas celui de la langue anglaise à Toronto ou de la langue française à Paris. À Paris, un Pakistanais débarque à Paris, ben c'est sûr que s'il n'apprend pas à parler le français, ben il ne pourra pas passer son permis de conduire, il ne pourra pas avoir un bon emploi dans la fonction publique, il ne pourra pas vivre. Parce que le statut de la langue française est tellement fort en France que les immigrants, au bout d'une génération, ils passent tous au français. Alors que c'est la même chose au Canada anglais, les immigrants au Canada anglais passent tous à l'anglais. Au Québec, c'est pas le cas. Pas parce que les immigrants sont des imbéciles, pas parce que les immigrants, ils veulent pas, c'est parce que le statut de la langue n'est pas clair. À cause de la loi 101, à cause qu'on n'est pas indépendant, mais il y a de plus en plus... qu'on n'est pas indépendant, le statut de la langue française c'est comme une langue semi-prestigieuse. On n'est pas dans la langue des années 50 où le français n'était aucunement prestigieux. On est dans un statut semi-prestigieux. Et c'est ce qui fait que la question était, est-ce qu'on est en péril? Non.
Il y a de plus en plus d'immigrants, mon Dieu, j'en vois plein, moi, des immigrants qui parlent le français grâce à la loi 101. Moi, j'adore la loi 101, c'était vraiment un acquis important au Québec. Il me semble que les pires ennemis de la langue française, ce sont les Québécois francophones eux-mêmes. La menace maintenant ne vient plus des Canadiens anglais, la menace ne vient plus des immigrants parce qu'ils parlent de plus en plus français. Je trouve que la menace vient des francophones eux-mêmes qui ouvrent des boutiques avec des noms anglais, qui utilisent de plus en plus l'anglais dans des tunes, tout ça. On est notre pire ennemi, finalement. Qui appelle leur émission le Mid-Morning Show aussi. Oui. Hey, on a déjà dit ça, nous autres. Mais ça s'appelle Martineau Trudeau. Ça s'appelle pas Martino Trudeau. Rassurez-vous. Mais en même temps, moi, je trouve que le français se porte mieux qu'à une certaine époque. Le réflexe est là, autant que ce soit dans l'affichage que dans l'utilisation des langues officielles et tout ça. Puis, je pense, Monsieur Bouchard, là, je suis pas quelqu'un, moi, qui va dire hey, ça prend l'anglais à tout prix, puis on se fout que le français s'érode tranquillement, pas vite. Je pense qu'il faut demeurer vigilant, mais en même temps, l'espèce d'alarmisme, de fatalisme, comme Mathieu Bock-Côté le véhicule si fréquemment, j'ai un peu de misère avec ça. Par exemple, quand Statistique Canada a dévoilé ses chiffres sur l'anglais et le français le 2 août dernier, il y a eu une tonne d'articles. J'ai celui de Mathieu Bock-Côté devant moi, le déni de l'évidence, qui plantait les gens qui refusent de reconnaître que l'anglais prend toujours une part plus importante et gagne du terrain, puis que le français va tranquillement pas vite disparaître. Mais c'est drôle, on n'a pas eu les mêmes réactions lorsque Statistique Canada est sorti une dizaine de jours plus tard en disant « Hey, on s'était totalement fourré. Il y a 61 000 personnes qu'on a classées en anglais. Finalement, c'était français. » Et savez-vous quoi? Au Québec, comme partout ailleurs au pays, l'anglais a reculé aussi. L'usage de l'anglais a reculé. Bon, je vais répondre en 3 temps, ça. Ça vous va? Première des choses, Statistique Canada, malgré le fait qu'il ait apporté des rectifications aux données, au total, là, sur le territoire québécois, dans la langue parlée à la maison, le français recule et l'anglais avance. Mais l'anglais recule partout au pays aussi. Pas beaucoup. Regardez, je veux juste vous dire, et pas beaucoup, OK? Donc là, on n'est pas dans l'alarmisme. Mais le français recule dans la langue parlée à la maison et l'anglais avance. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a 9 anglophones pour un francophone. Si on enlève tous les allophones, le groupe des francophones, là, il devrait grossir, il devrait assimiler pas mal tous les allophones, puis une partie des anglophones, puis le français devrait croître et l'anglais devrait reculer. Là. On est 9 contre 1. Mais malgré ça, le français recule. Donc, ça fait en sorte que le français son statut n'est pas assez fort. À Laval, parce que quand on voit dans l'ensemble du Québec, c'est clair que les anglophones qui vivent à Québec, ils parlent tous français. Mais à Laval, les chiffres, c'est abyssal. Ça recule, le français recule et l'anglais avance. Et donc, ça, là, puis Laval et Montréal, c'est la même chose. Et c'est là le cœur de la chose. Et donc, ça, c'est peut-être pas aussi alarmant, mais ça recule encore, puis ça fait 3 recensements de suite. Donc, quand est-ce que, parce que vous avez dit, M. Trudeau, faut être vigilant. Mais à un moment donné, entre vigilant, ça veut dire regarder, puis observer, puis passer à l'action, c'est 2 choses. Oui, mais quand même... Les Français vont dire, il faut agir avant que finalement... il faut arrêter juste d'être vigilant, puis il faut agir. Fait que voilà, oui, mais quand on dit le français recule puis l'anglais avance, c'est quoi ça? On parle de l'espace public, on parle de la langue de travail, parce que si c'est la langue qu'ils utilisent à la maison, on commencera pas à légiférer pour aller voir dans les maisons quelle langue les gens parlent entre eux autres. À un moment donné, là, non, si c'est ça... Exactement, vous avez tellement raison. Ben oui. Puis la loi 101, là, je veux juste vous rappeler Camille Lorrain, dans la politique qui était associée à la loi 101, il y avait une politique linguistique, on ne parle jamais de la langue parlée à la maison. On parle toujours de la langue dans l'espace public parce que l'objectif de la loi 101, c'est de faire la langue commune de l'espace public. Jamais personne n'a parlé de la langue parlée à la maison. Mais la langue parlée à la maison, si vous avez quelqu'un qui, exemple, vient de l'Inde, puis qu'il a grandi dans le quartier Parc Extension, puis que la deuxième langue de ses parents, parce que ses parents, eux autres, ils n'ont pas été francisés à l'école, ses parents, eux autres, ils parlent, exemple, le Pendjab, puis l'anglais, puis que dans les parties de famille, ça se passe en anglais Pendjab, ben la personne, elle va connaître le français. Connaître le français, c'est une chose, mais l'utiliser au travail et dans l'espace public, c'est une autre chose. Monsieur Bouchard, il nous reste 2 minutes. Je veux vous poser une dernière question. Je vous soumets une hypothèse, en fait.
Si la défense de la langue française arrêtait d'être associée à la souveraineté et l'indépendance, ne pensez-vous pas qu'on irait chercher une plus grande partie des Québécois qui voudraient travailler à la défense de la langue française? Parce qu'un peu comme la fête de la Saint-Jean, un peu comme le drapeau du Québec, la défense du français est associée de facto à la souveraineté et à l'indépendance. Puis je pense que ça en dégaze plus d'un. Ben, le mouvement Québec français, est-ce que vous m'avez entendu parler de souveraineté pendant l'entrevue? Ben, à un moment donné, vous avez dit si on était un pays et tout non, ça. Non. Ce que je dis, c'est que ça peut être une chose d'être un pays. Sauf que, en attendant, là, tu peux faire des trucs. En attendant, il y a des fédéralistes qui veulent faire avancer la question du français. Oui. Puis le mouvement Québec français, moi, j'ai pas de mandat de l'indépendance. Moi, mon mandat, c'est la question du français. Fait que s'il y a des Maghrébins fédéralistes qui sont dans mon équipe, s'il y a des fédéralistes à Québec qui sont dans mon équipe, s'il y a des souverainistes, moi, c'est tout le monde dans mon équipe. Puis quand on va vouloir collectivement que le français aille de l'avant, puis à un moment donné, les gens, ils vont vouloir qu'il y ait des mesures fortes. Puis quand ces mesures fortes-là vont arriver, mais qu'est-ce qui va arriver? Ça se peut que la Cour suprême dise « Ah, c'est pas correct ». Mais là, à ce moment-là, il y aura lieu d'avoir un discours sur l'indépendance, comment on serait bien plus heureux. Mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. L'important... OK, Monsieur Bouchard, j'aimerais que vous répondiez, là, avant qu'on termine, là, oui. J'aimerais que vous répondiez aux questions d'un auditeur qui s'appelle Yannick. Oui. Il dit, moi, la loi 101, ça m'empêche d'envoyer mes enfants à l'école anglaise pour qu'ils soient bien outillés. Et pire encore, ça empêche mon meilleur ami qui est anglophone d'envoyer ses enfants à l'école française, car ses enfants perdraient leur droit d'envoyer leurs futurs enfants à l'école anglophone. Il dit, moi, je ne trippe pas sa loi 101. C'est vrai que des francophones qui veulent envoyer, pour toutes sortes de raisons possibles, leurs enfants à l'école anglaise, ils peuvent pas le faire. Rapidement. Rapidement, c'est pour ça qu'il y a eu une loi, parce qu'il y avait plein de francophones qui envoyaient leurs enfants à l'école en anglais, puis il y avait aussi beaucoup d'allophones qui le faisaient. Donc, c'était ça la loi. Tu fais pas une loi, c'est pas une problématique. Donc, c'est plate, il y a du monde qui voudrait envoyer leurs enfants à l'école en anglais, mais c'est drôle. Moi, j'étais allé à l'école en français, je parle français, anglais, espagnol, catalan. Donc, j'étais assez outillé, puis ça, c'est une question de volonté. Quand tu décides d'apprendre une autre langue, parce que tu le veux vraiment, puis tu le fais. Si tu dis, on va laisser ça à l'école, puis on va faire en sorte que nos enfants, dans le fond, c'est juste à l'école qu'ils l'apprennent, mais en dehors de l'école, ils se forcent pas. Et ça, c'est une autre affaire, mais c'est pas à l'État québécois d'investir pour que l'ensemble des Québécois aillent à l'école en anglais. Il faut savoir écrire le français. Réponse. Bien. Oui. Réponse très claire, très claire. Merci beaucoup, M. Bouchard. Bon 40e. Mais merci, vous aussi. Merci. Mon cher M. Martineau, M. Trudeau. Merci. Bye bye. Éric Bouchard, président du mouvement Québec français. On s'en va tout de suite à la pause. C'est tout le temps qu'il nous reste. Vous écoutez Martineau Trudeau à Choix Radio X.